Des dizaines de corps de civils ont été massacrés ce lundi 14 juillet à Niabanira et Makoka dans le territoire de Rutshuru. Aussi l'on signale, son corps sans vie près du parc national de Virunga. Le député national Emmanuel Moozi qui livre l'information dit espérer à une intervention des décideurs à tous les niveaux. Début ce lundi du processus de la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda sous la médiation du gouvernement Trump. C'est l'ambassadrice des États-Unis en poste en République démocratique du Congo qui l'a annoncé. Nouveau journal sur la chaîne du repos, très heureuse de vous le présenter. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Plusieurs dizaines de civils, à majorité de agriculteurs, ont été massacrés ce lundi 14 juillet 2025 dans la localité de Niabanira et Makoka dans le groupement de Binza dans le territoire de Rutshuru. Dans le même territoire, on parle également de 100 corps tués le week-end retrouvés près du parc national de Virunga. Pour le député national de Rutshuru, Emmanuel Moozi, qui donne l'information, il espère une intervention des décideurs à tous les niveaux pour restaurer la paix dans l'est du pays. Cet élu a été joint pour vous par Rachel Adasaliwala. Suivez. Nous compatissons avec toute la population victime et demandons au gouvernement de mettre le bouchée double pour que ces entités soient récupérées par le gouvernement et que ces agresseurs soient boutés hors nos frontières. À ceux-là qui négocient à Doha, nous leur prions d'intégrer tous ces éléments dans leurs actions et de pouvoir exiger que justice soit faite pour cette population. Nous demandons à ces agresseurs et nous leur disons que ces actes ne resteront pas impunis, car trop c'est trop. Nous demandons à toutes les organisations internationales et nationales de droits humains de se pencher sur le dossier. Mais aussi nous demandons aux médiateurs du Qatar, de Washington et au Conseil de sécurité de pouvoir mettre pression sur ces criminels attitrés pour qu'ils quittent nos entités, pour qu'ils donnent la paix, qu'ils fichent la paix à notre population, car c'est depuis 1996 que nos populations sont régulièrement massacrées par les mêmes personnes. Et restons à l'est du pays, réouverture de frontières de Bunagana-Ishasha avec l'Ouganda. La question a fait l'objet des échanges le week-end dernier entre le gouverneur militaire du Nord Kivu et le consul ougandais résident à Beni. Il était question pour ces deux personnalités de mettre la situation au clair. On en parle avec Ida Malobakasongo. Après la réouverture surprise des postes frontaliers de Bunagana et Ishasha avec l'Ouganda, le consul ougandais et chef du bureau de liaison du Nord Kivu résident à Beni a été convoqué par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général Évariste Kakule Somo voulait avoir d'amples explications sur cette action prise unilatéralement sans concertation préalable avec les autorités congolaises. Le consul ougandais Isingoma Isimererwa a affirmé qu'il ne s'agissait que des rumeurs des réseaux sociaux. As an official of government, a response to what is in social media is not the established channel of communication that I should follow. So I have little comment, even belief or acceptance on what. Il ne faut pas suivre tout ce qui se raconte dans les médias sociaux, mais il y aura une déclaration officielle qui viendra de nos autorités. Et il faut l'attendre, dès qu'il l'aura, il pourra le partager avec nous. Look at it, and that will constitute our established cooperation and reassurance. À lui d'ajouter que le gouvernement de son pays se prononcera officiellement bientôt sur la question. Well, in summary, I would say in the shortest time possible, the government of Uganda is going to be issuing official communication to this effect. Il faut noter que cette question de réouverture des postes frontaliers a enflammé les réseaux sociaux la semaine dernière, suscitant plusieurs réactions. L'actualité, c'est aussi cette information. L'ambassadrice des États-Unis en poste en République démocratique du Congo, Lucie
Timeline a confirmé ce lundi sur RFI le début du processus de la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda sous la médiation du gouvernement Trump. Selon la diplomate, le non-respect des engagements du dit accord exposerait les parties à des mesures punitives. Rachel Adessaliwala. Lucie Tamlin a précisé que le commencement de l'application de cette nouvelle entente est marqué par la création du mécanisme de sécurité conjointe, affirmant la ferme volonté de son pays à mettre fin à un conflit de plus de 30 ans par l'imposition d'un calendrier d'exécution et d'un plan des témoins. Et de préciser que, je voulais aussi dire que cet accord est clair. Nous avons clairement dit qu'il y aura des conséquences si les engagements ne sont pas respectés. Les mesures punitives, par exemple des sanctions et d'autres leviers diplomatiques. Dans les cadres de la consolidation de la paix, Lucie Tamlin a annoncé l'existence d'un projet chiffré à 760 millions de dollars destiné à l'érection d'un barrage hydroélectrique pour l'alimentation de la RDC, du Rwanda et du Burundi, lesquels ont également besoin de la paix pour démarrer. Cependant, plusieurs observateurs continuent de craindre le non-respect, surtout de la part du gouvernement rwandais, habitué à saper les efforts de paix dans la région. Avec ce ton ferme compris les États-Unis, attendons voir. Les pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison-Blanche, saluent la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Ils ont dit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était lors de l'audience leur accordée le dimanche 13 juillet 2025 à Mongaliema. Regardez. Saluant l'accord de paix signé récemment entre la RDC et le Rwanda, les pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison-Blanche disent prier à côté du peuple congolais pour que la paix règne sur toute l'étendue de la RDC. Au cours de cette audience, les pasteurs américains ont remis plusieurs présents au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, parmi lesquels une pièce présidentielle représentant l'héritage de la foi en Dieu, une lettre écrite par une orpheline de Goma dans la province du Nord Kivu et une Bible symbole de la paix. Prenant la parole à cette occasion, le chef de l'État s'est dit touché de l'implication du président américain Donald Trump dans les difficultés que rencontre l'Afrique. Après cette rencontre, la délégation américaine s'est rendue au Palais du Peuple où un culte œcuménique international était organisé le même dimanche. Certains médias et surtout les réseaux sociaux jouent le jeu de l'ennemi en masquant leurs identités en cette période de guerre. C'est ce qu'a souligné le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya. C'était au cours du colloque international sur la diplomatie et les enjeux actuels du monde organisé par le CHED. Regardez. Au colloque international sur la diplomatie et les enjeux du monde actuel, le ministre de la Communication a orienté la première partie de son intervention sur le rôle des médias dans la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. J'ai eu l'occasion de revenir sur notre expérience pratique depuis que nous sommes aux responsabilités au niveau du ministère de la Communication et des médias, en faisant une petite analyse de l'environnement médiatique de la région. Vous constatez que la RDC, c'est le pays qui prend le plus grand nombre des médias. C'est le seul pays dans la sous-région qui a cette pluralité d'opinions qui est constatée. Patrick Muyaya est revenu ensuite sur le rôle des médias dans le contexte de la guerre d'agression, avec surtout les réseaux sociaux qui servent la cause de l'ennemi avec des identités masquées. Les médias jouent effectivement leur rôle, même si on doit dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans un contexte où ce n'est plus seulement les médias qui servent de canaux de communication. Nous avons des réseaux sociaux et tous ceux qui y apparaissent, et parfois avec des identités masquées qui servent la cause de l'ennemi. Mais c'est pour ça que nous avons fait un plaidoyer sur la responsabilité de ceux qui sont les acteurs dans ces différents médias, de ce qui est diffusé, parce que nous devons faire attention de ne pas offrir nos plateformes médiatiques pour le passage du discours de l'ennemi. Et c'est en l'occurrence, parfois, malheureusement, c'est que nous voyons. Donc il y a un besoin pour les uns et les autres de continuer à être vigilants sur ce que nous diffusons. Ce colloque organisé par le Collège de hautes études de stratégie et de défense a été une occasion pour le ministre de la Communication et médias Patrick Muyaya Katemboué d'interpeller à nouveau les uns et les autres sur le comportement adopté face aux informations diffusées à gauche et à droite. Clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie le dimanche 13 juillet 2025. Cette fin a été marquée par l'adoption d'une résolution soutenant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Suivez.
L'Assemblée parlementaire de la francophonie a lors de cette clôture adopté une résolution soutenant l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Prenant la parole, Vital Kamerhe a exprimé l'engagement de la RDC à faire la paix avec le Rwanda. Je souligne que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre en bonne entente. Aucun des deux pays ne est presque à l'autre et le peuple des deux pays sont morts. À nous les politiques de jouer notre partition. J'ai dit tout simplement que la République démocratique du Congo est prête. Avec sa position il est prêt à faire la paix avec son voisin, le Rwanda. Avec sa jeunesse, ces femmes engagées pour la paix et le développement, ces femmes qui sont les premières victimes de cette guerre injuste que nous imposée à l'est de la République. Pardonnez. Sans bypasser la question de la justice et réparation. Cette volonté s'est traduite par des accolades symboliques entre le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, et Harerimana Moussa Fazili, vice-président de la Chambre des députés du Rwanda et chef de la délégation rwandaise, qui, après son discours, s'est approché du speaker de la Chambre basse congolaise pour témoigner de l'engagement de son pays à faire la paix. Cet événement historique, ovationné par les parlementaires francophones, a marqué les temps forts de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui s'est clôturée par une note de satisfaction après l'adoption de plusieurs résolutions qui marquent les décisions finales des assises de Paris. Les Sénats congolais et français viennent de sceller leur lien de coopération. Les présidents de ces deux institutions parlementaires francophones ont signé un protocole de coopération dans différents domaines. C'était en marge de la 50e Assemblée parlementaire francophone qui s'est tenue à Paris en France. On en parle avec Patrick Issot. Accueilli par son homologue français Gérard Larcher, Jean-Michel Sama a été conduit par ce dernier dans ce bureau. Dans la salle, les deux présidents du Sénat français et celui du Sénat congolais ont procédé à la signature du protocole de coopération pour les comptes des deux institutions parlementaires. Ce protocole de coopération permet aux deux parties de s'engager dans un partenariat approfondi fondé sur les principes de confiance et de bénéfices mutuels. L'accord consistera en l'organisation au profit des parlements et du personnel des partis, d'échanges d'expérience et de savoir-faire dans les domaines tels que organisation, rôle et travaux en commission parlementaire, vote de loi, procédure législative et contrôle de l'application des lois, contrôle de l'action du gouvernement et évaluation des politiques publiques, organisation territoriale, décentralisation, suivi parlementaire des collectivités territoriales et de leurs compétences et finances locales. L'accord de coopération se focalisera également sur les activités internationales et la diplomatie parlementaire d'amitié, l'autonomie financière et administrative, la numérisation des travaux parlementaires, les systèmes d'information et communication institutionnelle. Rappelons qu'en marge de la 50e session des assemblées parlementaires francophones ouverte à Paris le 9 juillet de cette année, à laquelle une trentaine de présidents des parlements francophones et plus de 500 délégués ont pris activement part, Jean-Michel Sama Lukonde a représenté la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Il est de rappeler que la RDC avait récemment accueilli une mission des bons offices des députés de l'APF sur l'agression de la RDC par le Rwanda, matière importante qui a constitué par ailleurs l'un des sujets au centre des échanges dans le cadre des dossiers sécuritaires et des conflits armés dans l'espace politique francophone. Kinshasa va renaître, lâche Doudou Fouamba le dimanche 13 juillet sur le compte X. Le ministre des Finances a fait savoir que sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la coordination de la première ministre, l'exécutif national est en train de moderniser la voirie de la capitale avec un financement intégral assuré via le ministère des Finances. Regardez.
À l'initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement central, avec un financement intégral assuré par les ministères des Finances, exécute un vaste programme de réhabilitation des artères principales de Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans les cadres de la politique d'investissement défendue par la première ministre Judith Suminwa. Parmi les projets déjà réalisés, en premier lieu, le projet des 115 km de voirie en béton armé a permis de moderniser des artères essentielles, notamment avenue du Livre, avenue des Huileries, Kassavubu, avenue Tombalba, des Pépito Huileries, avenue Kulumba, Mwepu, Mbaku, croisement Kulumba, avenue Mantankumu. Les travaux sont en cours. En second lieu, les projets d'urgence ont été priorisés pour répondre aux défis immédiats de la population. Galema, avenue du Tourisme, Mongafula, avenue Kimwenza, route Sebo, Kimwenza Gare, Limetelemba, Selembaou, érosion Mbala. Dans les cadres du projet, 3 communes, Gombe, Kassavubu et Limete, plusieurs avenues stratégiques ont été réhabilitées. Avenue Kingabwa, avenue du Cercle, Flamboyant, Oranger, avenue Pumbu, Batetela, Perboka, avenue des Forces Armées, avenue Comité Urbain, avenue Kisongani, avenue Kadeko, avenue Opala, Force, Lubumbashi, Gambela, Libération. Avenue du Marais, Colonel Ebeya, avenue Rwakadingi, Bokassa, Kassavubu, avenue Sankourou, Jardin Botanique, Stade des Martyrs, avenue Flamboyant. Dans un autre registre, le projet des 27 km améliore la connectivité sur plusieurs artères. Avenue Aérodrome, croisement Kabinda et Flambeau, avenue Libération Terminus Upen, rond-point Mollard, avenue Kalembelembe, Beaumarchais Libération, Plateau, direction marché central, Zikida. Par ailleurs, le projet des 5 artères autour du marché central a été intégré. Avenue du Marais, Colonel Ebeya, avenue Rwakadingi, Bokassa, Kassavubu, avenue Sankourou, Jardin Botanique, Stade des Martyrs. Parlons éducation dans ce journal. Les mâles contenant des items de l'examen d'État et du TENA-SOSP édition 2025 sont arrivés le samedi 2 juillet à l'aéroport de Beni-Mavivi dans le Nord Kivu. Ces items sont destinés à la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. La cargaison a été réceptionnée par Priska Luanda, conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu. Celle-ci a souligné que les épreuves se dérouleront même dans les zones occupées par le rebelle. Ida Maloba revient. Ici, nous avons les mâles du test national d'orientation, donc TENA-SOSP, et les mâles de l'examen d'État. Ça concerne la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est venu de Kinshasa, ça s'est passé par Kisangani et puis ça a chuté ici à Beni. C'est à Beni où nous allons dispatcher dans toute la province du Nord Kivu, mais aussi nous allons transporter les mâles à travers notre partenaire UNICEF ici présent, qui nous a facilité les transports de mâles à partir de Kinshasa jusqu'ici à Beni. Pour l'examen des TENA-SOSP, ça commence le 17 juillet, donc ça sera du 17 au 18. Nous allons commencer dès demain l'acheminement de ces mâles vers Goma, Rutshuru et Massissi, et même chose pour Walikale, à partir de lundi ça doit partir. Et pour le site Kivu, dès que ça arrive à Goma, ça va prendre le bateau pour le site Kivu. Et je tiens aussi à préciser que l'examen d'État, c'est du 28 au 31 juillet. Qu'ils soient prêts, parce que comme ils peuvent le voir, leur examen est déjà disponible. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, est-ce qu'ils vont passer l'examen comme d'autres enfants de la République démocratique du Congo? Nous tenons d'abord à remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui tient à cœur les enfants qui sont même dans les zones occupées. Et comme vous pouvez le voir, l'éducation est apolitique. Ça veut dire que ces enfants ont les mêmes droits que d'autres enfants qui sont au Congo. Et le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, que je représente ici, encourage tous ces enfants qu'ils puissent étudier, être prêts comme d'autres enfants, parce qu'à partir du 17, déjà, c'est les TENA-SOSP, et à partir du 28 juillet, c'est l'examen d'État ordinaire. En international, le président camerounais Paul Biya a fait taire les spéculations dimanche 13 juillet 2025 en annonçant qu'il briguerait bel et bien un 8e mandat lors des élections prochaines. Ces élections auront lieu en octobre prochain. Suivez. Âgé de 92 ans, Paul Biya est le 2e président du Cameroun depuis l'indépendance de la France en 1960.
Au pouvoir depuis 1982, il est le deuxième plus ancien président d'Afrique après Teodoro Obiang de Guinée équatoriale. Souvent malade et à l'étranger, Paul Biya a fait l'objet d'une rumeur de décès l'année dernière, qui a incité le gouvernement à démentir publiquement cette rumeur. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président camerounais sortant a promis que le meilleur restait à venir, réitérant sa détermination à gouverner. Il faut souligner que le plus de 40 ans de règne de Paul Biya ont laissé un impact au Cameroun. Son gouvernement a dû faire face à de nombreux défis, notamment des allégations de corruption et un mouvement sécessionniste dans les provinces anglophones du Cameroun qui a forcé de milliers de personnes à quitter l'école et à déclencher des affrontements meurtriers avec les forces de sécurité. Paul Biya a remporté la victoire en 2018 avec plus de 70% des voix lors d'une élection entachée d'irrégularités et d'une faible participation en raison des violences séparatistes et djihadistes en cours. Et ce sera tout pour ce soir. Je vous rappelle le grand titre de ce journal. Des dizaines de corps de civils ont été massacrés ce lundi 14 juillet à Niabanira et Makoka dans le territoire de Rutshuru. Aussi l'on signale, son corps sans vie près du parc national de Virunga. Le député national Emmanuel Moozi qui livre l'information dit espérer à une intervention des décideurs à tous les niveaux. Début ce lundi du processus de la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda sur la médiation du gouvernement Trump. C'est l'ambassadrice des États-Unis en poste en République démocratique du Congo qui l'a annoncé. À vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci. On prend rendez-vous pour demain à 19h30 sur Vert Pâturage Télévision. Au revoir et bonsoir chez vous.